Ça y est, Alfa Romeo est enfin de retour sur le segment B. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne des cylindres. C'est un peu un événement, Alfa Romeo est de retour sur le segment B, un segment qu'il avait délaissé depuis 2018 et la disparition de la Mito. Alors ce véhicule qui repose sur la plateforme CMP, donc du Peugeot 2008 DS3 ou encore de l'Opel Mokka, va venir remplacer certes la Mito, mais il va aussi venir prendre la suite de la Giulietta. Ce nouveau SUV urbain, j'en ai marre de parler de SUV, eh bien il a été conçu en Italie, et plus précisément à Turin, au Centro di Stile Alfa Romeo, et le véhicule prend le nom de Milano, car c'est historiquement là-bas que la marque a vu le jour en 1910. Conçu en interne, ce sont les équipes qui ont déjà transformé la Giulia en redoutable Giulia GTA, qui s'y sont collés malgré une origine de la plateforme qui est française et qui provient de chez ex-PSA. Pas mal, non? C'est français. Le constructeur nous annonce avec beaucoup de ferveur que la voiture, finalement, elle va être un mix entre le confort et la sportivité. On va conduire une vraie Alfa Romeo. Alors, sur le papier, ça a l'air génial. Avant de s'attarder au design, parce que j'ai vraiment pas mal de choses à y dire, déjà, on va avoir deux versions sur le Milano. L'hybrida, avec le nouveau PureTech à chaîne de 136 chevaux, déjà vu sur l'Astra, la 308, la 208, sur la prochaine Y ou encore sur la DS4. Oui, le Milano se passe de tout moteur d'origine Fiat et ne reprend que les architectures de chez PSA. Ce nouveau bloc 3 cylindres reprend une architecture turbo avec une ouverture variable et surtout il va proposer une version Q4. Avant tout de suite de me dire yes, c'est le retour de la transmission intégrale chez Alfa, c'est la même architecture qu'on a vu récemment sur le Jeep Avenger, c'est-à-dire le bloc de 136 chevaux pour les roues avant et un second moteur sur l'essieu arrière qui lui permet d'être 4 roues motrices. Alors la puissance de mémoire fait 28 chevaux. Et là où ça devient un peu plus intéressant, il faut se le dire, il y a une version Electrica, donc électrique, qui rejoint le catalogue du Milano. Alors c'est le fameux moteur très connu de chez Peugeot, le fameux 156 chevaux qu'on retrouve tout autant sur tout le reste du groupe. Donc ce bloc de 156 chevaux propose une capacité de 54 kWh. Alors heureusement, Alfa Romeo nous dit avoir travaillé sur la voiture et il annonce une autonomie de 420 km. Par contre, Alfa Romeo, bon ce seront des chiffres à vérifier, annonce en ville quand même 590 km de champ d'action. Enfin, la dernière promesse d'Alfa Romeo, c'est une recharge rapide d'environ 30 minutes pour passer de 20 à 80% d'autonomie. Ça aussi, ce sera encore des chiffres à vérifier. On va rester dans les chiffres. L'Alfa Romeo Milano est l'un des plus compacts de son segment. Il affiche 4,17 m de long pour 1,78 m de large et 1,50 m de haut. Alors, on est à peu près dans les mêmes eaux qu'un DS3, un Suzuki Vitara, parce que pour rappel, le Peugeot 2008 qui lui sert de base mesure 4,30 m de long. C'est là où on va arriver à ma partie préférée. Je vais vous parler un peu du design de ce nouveau Milano. Alors clairement il y a des bas, il y a des hauts, mais beaucoup de monde s'attriste de voir ce nouveau SUV. Alors moi le premier, j'ai partagé pas mal de choses sur Twitter hier, il veut finalement apporter un vent de fraîcheur au sein du constructeur avec un nouveau langage esthétique. On oublie le design charmant et presque élégant des Giulia, Stelvio et du récent Tonale pour quelque chose de plus
géométrique, de plus musclé, quelque chose de plus recherché. Il y a différentes choses qui posent un peu souci sur la voiture. Déjà, Alfa Romeo parle de certaines influences. La marque nous parle de la Giulia TZ pour l'inspiration, et moi je vais aller plus loin, parce qu'en termes d'arrière, j'y vois l'Alfa Sud, mais également le concept car Pandion de 2010. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire quelles sont les influences que vous voyez dans ce nouveau Alfa Romeo Milano. En termes de design, vraiment, on va regarder dans les détails, il y a plusieurs choses qui caractérisent ce petit SUV. Eh bien déjà, on retrouve la signature lumineuse à 3 points, donc Alfa Romeo parle du 3+3, ce qu'on retrouve sur la Giulia, le Stelvio, la 159 ou encore sur le Tonale. Ici, elle est revisitée puisque ce sont 3 rectangles de chaque côté de la voiture qui signent un peu le regard acéré. Dans les grands changements, le Scudetto se fait plus large que haut avec une calandre, une ouverture basse beaucoup plus haute et beaucoup plus imposante que par le passé. Déjà, autre élément qui fait crier les alphys, c'est le retour de la plaque au centre. Je vais débunker un truc tout de suite. Il faut remonter en 1997 pour retrouver cette fameuse plaque déportée. C'est avec Walter da Silva qu'on retrouve cet élément de design qui est devenu aujourd'hui un gimmick important et véritablement une signature des Alfa Romeo, puisque c'est la 156 qui a été la première à avoir la plaque déportée. Après, tous les autres modèles Alfa Romeo des années 2000 ont suivi cet élément de langage. Finalement, le Milano vient balayer tout ça en reprenant à son compte le retour de la plaque centrale. Parce qu'une Giulietta de 1950 ou encore d'autres modèles de la marque ont la plaque au centre. Autre changement très important dans le design de l'Alfa Romeo Milano, eh bien tout simplement c'est l'arrivée du logo, non plus dans le Scudetto, mais sur le capot. Et c'est pour ça que je vous parlais du Pandion. Moi j'y vois cet élément là qui se retrouve du concept sur ce modèle de série. Alors dans le même style, on a également le bloc de phare qui me fait penser au Pandion, voilà, très fin sur le haut avec un retour de carrosserie sur le bas. Il y a pas mal de choses à dire parce que la calandre elle est quand même très large, enfin le Scudetto du coup, c'est assez perturbant et en plus on a un élément de design qui alourdit à mon sens un peu la ligne, c'est le fait qu'Alfa Romeo va proposer 2 designs de calandre. On va retrouver le premier qui s'appelle Progresso, mais Alfa Romeo a mis en avant un autre Milano de couleur bleue qui reprend la calandre, enfin le Scudetto Legenda. Et on y retrouve l'écriture typique des Alfa Romeo des années 30. Alors ça c'est un clin d'œil que j'aime bien, j'aime beaucoup ce petit élément de design qu'a fait la marque. Déjà on va se le dire, le point fort de l'Alfa Romeo Milano, c'est finalement de venir casser les codes. Mais est-ce qu'on avait vraiment besoin de la part de la marque de venir casser les codes? Je ne sais pas. Moi avec ce nouveau Alfa Romeo Milano, j'ai un peu l'impression de voir du BMW de 2015. Ce moment où la marque a commencé à explorer son design de manière un peu outrancière, dans la surenchère esthétique, j'ai l'impression qu'Alfa Romeo à son tour s'y met. Alors c'est assez marrant parce que finalement les derniers concept cars de BMW semblent revenir sur quelque chose d'un peu plus nostalgique entre guillemets et sur quelque chose d'un peu plus sobre, un peu plus léger visuellement. Et là Alfa Romeo nous fait l'inverse, nous fait du BMW du coup d'il y a 7 ans. Alors c'est une prise de risque hein, parce que finalement c'est un véhicule qui va pas forcément s'adresser aux amateurs de la marque et c'est peut-être ça le problème, c'est qu'à force de vouloir draguer de nouveaux clients, eh ben peut-être qu'Alfa Romeo va perdre les gens qui appréciaient la marque et qui étaient acheteurs. Alors oui, vous n'allez pas vivre avec 3 Giulia dans l'année, ça on est tout à fait d'accord, mais est-ce qu'Alfa Romeo est allé trop loin avec le Milano? C'est la question que je me pose. Parce que la voiture n'a pas que du mauvais. Déjà, moi je trouve au niveau du profil, la voiture elle est plutôt équilibré et c'est plutôt agréable à regarder. Déjà, les nouvelles jantes à trou-trou sont très agréables à regarder. Oui, les fameuses jantes téléphone. Et finalement, ces jantes me font quelque part penser au trèfle, symbole de la marque pour les modèles sportifs, avec les fameux quadrifolio verde. Mention spéciale au designer parce que les flancs de la voiture sont très légers, il y a très peu de lignes, c'est pas torturé, c'est sobre, c'est fluide, c'est très agréable à regarder. Et surtout, on retrouve un élément fort d'Alfa Romeo, ce sont ces fameuses poignées incrusté dans le montant de la portière. C'est finalement de remarquer ce vitrage qui part en pointe à l'arrière au niveau du montant C, qui termine non pas sur un élément, mais sur 2 éléments de design très intéressants. Alors cet élément, on le connaît depuis des années, il est apparu sur l'Alfa Romeo 156-190,
97, puis sur la 147, mais c'est aussi un élément qu'on a vu dès 96 chez Lancia avec l'Ypsilon, puis ainsi de suite qui a commencé à être repris chez tous les constructeurs et même chez Renault. Mais derrière la poignée, il y a le deuxième élément de design que je trouve hyper intéressant, c'est l'incrustation du fameux serpent de Milan, le fameux Bischione. Et ça reste très italien, vraiment c'est un élément que les Italiens aimaient beaucoup faire sur les Lancia des années 90, où on retrouvait le blason de la marque sur les flancs de la voiture ou sur les ailes, et dans les années 2000 au niveau du vitrage, comme par exemple avec la Delta ou finalement la récente Ypsilon. Alors au niveau de l'arrière, je pense que c'est ma partie préférée de la voiture parce que finalement, Alfa Romeo, il a fait quelque chose de très sympa. En fait, j'y vois différentes influences dans la voiture. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, je voyais le concept car pendion, je voyais la face sud dans ce design-là, et surtout, j'y vois le fameux Spider Alfa Romeo dans sa phase aérodynamica des années 70-80 qui avait cet élément tout le contraire de la face avant qui est ultra chargée. Donc c'est vraiment très particulier en termes de design. Finalement, on se rend compte que cet Alfa Romeo Milano est plutôt quand même compact et les photos nous montrent comme une voiture qui a l'air très posée sur la route. En termes de design extérieur, c'est ce que je vous disais, il y a du bon et du moins bon. Bon, j'aime pas le Scudetto, j'aime pas trop la face avant trop chargée, j'aime les flancs que je trouve très légers, très agréables à regarder, très dynamiques. J'aime bien aussi cet arrière finalement un peu tronqué, le fameux Coda Tronca. On retrouve pas mal d'éléments un peu fastback sur la voiture qui sont très agréables. On se retrouve avec une voiture finalement quand même très travaillée en termes de design. Ça reste une bonne surprise, mais ça casse complètement les codes d'Alfa Romeo. Alors, un petit mot aussi à bord, on se retrouve avec une planche de bord qui est orientée vers le conducteur, un élément qui est quand même très fort chez Alfa Romeo. Alors, je trouverais l'écran tactile un peu bas, alors ce dernier fait 10,20 pouces, mais je le trouve quand même particulièrement bas. Sur la planche de bord, autre élément, moi, qui m'a beaucoup plu en voyant la voiture, c'est le retour du fameux Conosciale. C'est aussi le fameux compteur Tulipe. C'est un élément très important dans les Alfa Romeo, c'était un élément à bord qui signait la voiture. C'est vraiment une marque qui est à part en termes de design automobile. Voilà, je le place comme Lancia, comme Volvo ou Saab, qui avaient des repères très forts en termes de langage esthétique à bord, et les fameux compteurs Tulipe pour moi étaient hyper importants. C'était presque un élément historique dans la voiture, comme le Scudetto. Et bien, pour moi, une Alfa Romeo doit avoir ce compteur à bord. Bon, on est en 2024, donc on ne va pas se retrouver avec un compteur à aiguille, on se retrouve avec un écran. Autre chose très intéressante, alors ça c'est la version haut de gamme qui est mise en avant, mais on retrouve des sièges Sabelt. Alors ces sièges sont hyper jolis, c'est vraiment très agréable à regarder. Je suis très content de voir cet élément là dans la voiture parce que cette marque on l'avait déjà retrouvée sur d'autres modèles Alfa Romeo beaucoup plus sportifs, et surtout ces sièges sont monoblocs. Alors Alfa Romeo nous annonce une grande ergonomie et un grand confort à bord avec un excellent maintien lombaire et latéral des sièges. Donc ça vraiment j'ai envie d'essayer, j'ai envie de voir ce que ça vaut, ça me donne très envie. Autre élément hyper intéressant, c'est que finalement autant, alors là je vais tirer à balles réelles sur le 2008, autant avec 4,30 m le 2008 a une capacité de coffre plutôt restreinte, l'Alfa Romeo quant à lui vient avec la plus grande capacité du segment B, c'est un coffre d'une capacité de 400 litres, qu'il soit hybride ou électrique. Et ça c'est vraiment très bien joué de la part d'Alfa Romeo, comme quoi on peut faire un petit gabarit sans oublier les aspects pratiques. Autre élément que je ne pensais jamais dire de Stellantis, et pour le coup je me suis trompé, la marque a enfin pensé à installer un putain de frunk sur la voiture. Alors beaucoup de constructeurs le proposent, et c'est encore un élément qu'on voit très peu, mais je vois bien que sur les réseaux sociaux, on aime bien tirer à faire rouge sur le constructeur français, puisque Peugeot n'en propose absolument aucun sur ses véhicules, et bien Alfa Romeo a réussi à libérer de la place au niveau du compartiment moteur, enfin des versions électriques du coup, pour y installer un espace de rangement pour mettre les câbles électriques. Et c'est une très bonne idée. Je préfère boire le verre à moitié vide en me disant ce véhicule a un potentiel fou en pouvant attirer de nouveaux clients chez Alfa Romeo et pourquoi pas faire revenir ceux qui avaient une Giulietta ou encore une Mito. Bref, c'est un véhicule qui va peut-être pouvoir attirer les gens qui ont un Countryman, une DS3 ou pourquoi pas quelqu'un qui a un X1. En plus ça tombe bien parce que Lexus vient de sortir le LBX. Le segment premium est en train de se remplir petit à petit et comme je le disais sur le LBX, eh bien le DS3 a un nouveau cousin.
et il va pouvoir batailler avec le vieillissant Audi Q2. Et je voulais vous parler enfin des prix. La version spéciale Hybrida de 136 chevaux démarre à 31 000 €, avec un équipement haut de gamme et assez complet, tandis que la version de 156 chevaux Electrica Speciale, elle s'annonce à 40 500 €. Alors bon, c'est pas une surprise pour le prix de l'électrique, parce que on voit un peu combien coûte l'électrique finalement chez Stellantis, on est assez proche des 40 000 €. Finalement, la Lancia Ypsilon, elle, démarre à 39 900 €. Bon bref, on est dans ces eaux-là. Bon, est-ce que pour 600 balles de plus, on n'irait pas vers un Milano qui a une meilleure capacité de chargement et offre plus d'espace que l'Ypsilon? Putain, je suis en train de marquer contre mon camp, quoi. Putain, moi j'aime l'Ancia, mais j'aime l'Alfa aussi. Ça nous permet d'imaginer, d'ici le lancement en fin d'année du nouveau Milano, d'avoir peut-être un premier ticket avec une version hybrida sous les 30 000 €. Pourquoi pas, j'ose espérer, entre 25 et 27 000 €, ce qui se le mettrait finalement face au prix du récent Renault Captur. Et finalement, un peu en dessous du 2008, nous on ne sait pas trop comment ils vont le placer, mais en tout cas sous les 30 000 €, c'est une excellente nouvelle. Après l'électrique, bon bah forcément on s'attend qu'il va tourner entre 35 et 40 000 € en premier prix, on verra d'ici là. Dernier élément, et je vous laisse, qui pose un peu souci à de nombreux alfistes, dont moi, c'est que bien que dessiné en Italie, l'Alfa Romeo Milano va être fabriqué sur le site de Tichy en Pologne. Oui, on nous vend l'art de vivre à l'italienne, on nous vend un produit pur sang Alfa Romeo, mais fabriqué en Pologne. C'est d'ailleurs l'une des premières Alfa Romeo qui ne va pas être fabriquée en Italie. C'est un peu un crève-cœur, mais on a déjà eu le cas il y a une dizaine d'années, quand l'Ypsilon actuel a été délocalisé en 2011 en Pologne, sur le même site, on avait crié au scandale. Bon, alors je vais tempérer le truc parce que je vous rappelle que la Fiat 500 thermique qu'on connaît depuis 2007, qu'on nous vend comme l'incroyable voiture à l'esprit italien, l'art de vivre à l'italienne, est déjà fabriquée là-bas depuis 2 décennies. On a des raisons économiques, il faut faire une voiture qui reste économiquement viable. Alors vous m'excuserez, messieurs, dames de Stellantis, je pense qu'au vu du nombre de plateformes utilisé dans votre groupe pour le Milano, on aurait pu le produire en Italie. Bref, encore un sujet vaste et long, mais en conclusion, et je termine la vidéo là-dessus, je pense qu'on est sur du bon et du moins bon. En fait, finalement, cette Alfa Romeo Milano, c'est un peu la voiture qu'on attendait pour remplacer la Mito. Oui, je sais, c'est décevant, c'est un SUV. Le design avant est très lourd, très compliqué, et on retrouve en face un peu cette antinomie d'une voiture qui est très légère sur ses flancs, très agréable et très aérodynamique, avec un arrière tout aussi allégé par rapport à la face avant. Bref, il y a du bon et il y a du moins bon sur la voiture. On va espérer d'ici là, les premiers essais confirmeront que c'est une excellente voiture avec un toucher Alfa Romeo. Moi j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la commenter. J'ai vraiment envie de lire vos avis sur ce Milano, donc n'hésitez vraiment pas à me le dire. Et moi je vous dis à très bientôt les amis, ciao!